Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel podcast sur la chaîne de la France du foot. Aujourd'hui, nous allons évoquer la sélection belge un peu plus d'un mois après la fin du mondial. Pour cette émission, je suis accompagné de Sébastien Béranguier. Salut Sébastien. Bonjour à vous. Et aujourd'hui, qui de mieux pour nous parler de ce sujet que Sacha Tavolieri, qui est notre invité aujourd'hui. Salut Sacha. Bonjour à tous. Donc on est très heureux de t'avoir dans l'émission. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Sacha Tavolieri, je suis le correspondant sur le football belge et l'équipe nationale de football belge, évidemment, pour le groupe RMC Sport et également pour Libération. Donc voilà, à chaque fois que l'occasion se présente, et même au quotidien, je travaille pour ce groupe média-là, évidemment, sur le football belge. Très bien. Donc l'émission va se découper en 3 parties. Donc nous allons commencer par parler du mondial 2018, comment il a été vécu par les Belges, etc. Ensuite nous allons parler des générations de joueurs belges, donc la génération 86, 2018. Est-ce qu'on peut comparer quelle était la meilleure ? Et ensuite les conséquences qu'ont eu ce mondial et qu'elles vont avoir sur le foot belge de manière générale. Donc on va commencer par une question assez générale, Sacha. Oui. Comment le mondial a été vécu par les Belges ? Est-ce que la frustration de ce match contre la France est encore présente ? Ou est-ce qu'avec le recul, à froid, on est quand même satisfait de cette 3e place qui reste historique pour la Belgique ? Honnêtement, moi je pense que c'est la performance la plus importante de l'histoire du football belge qui a été réalisée en Russie. En Belgique, depuis la génération 86, qui avait fini 4e, en étant d'ailleurs battu par la France 4-2 en 1986, il n'y avait pas eu une meilleure performance. La Belgique, elle a été 3e de ce mondial, en gagnant et en étant extrêmement, que ce soit dans le jeu, que ce soit d'un point de vue aussi football, dans la mentalité, le groupe, le collectif, tout ce qui a voulait être réalisé avant la Coupe du Monde a été réalisé. C'est-à-dire que ce qu'on voulait ne pas gâcher, c'est-à-dire nous ce qu'on disait, c'est que la chose la plus triste au monde, c'est le talent gâché. Ici, le talent, il n'a pas été gâché. On a réussi ce qu'on voulait faire. Pour moi, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Les Belges aussi, ils sont évidemment ravis. Et alors, cette défaite face à la France, évidemment qu'elle a fait mal parce que ce sont des voisins, parce qu'aujourd'hui, c'est créé véritablement une rivalité qui n'existait pas avant cette rencontre, parce que les Français aussi se sont rendus compte que les Belges et l'équipe nationale de Belgique peut être un véritable rival d'un point de vue football et que maintenant, il n'est plus à considérer comme étant un petit poussé, mais un véritable adversaire à concurrencer et qui pose des difficultés justement à la grande équipe de France, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas dans le football, puisque c'est quand même 2 étoiles de champion du monde, il faut le souligner. Sinon, pour le reste, bien sûr que c'était extraordinaire. Il suffit d'avoir vécu ce qui s'est passé quand les Belges sont rentrés au niveau de la grande place de Bruxelles, voir l'engouement. Il y avait plus de 40 000 personnes sur la place de Bruxelles. Je veux dire, ça n'était jamais arrivé. En 86, c'était pas pareil non plus. Il s'est passé un truc où, à un moment donné, il y a eu une communion entre la doxa, le peuple, et ceux par qui ils sont représentés. Donc, c'est-à-dire, et c'est véritablement les joueurs de l'équipe nationale. Il y a eu un lien d'amour qui s'est véritablement créé et tout le monde s'est ressenti dans ces joueurs, dans cette unité. Et ça, c'est quelque chose d'un point de vue sociologique et même politique d'assez important en Belgique qu'on n'avait jamais vécu par ailleurs. Et puis, évidemment, il y a des dissensions dans notre pays avec les communautés belges et surtout françaises et néerlandophones. Mais ce qu'il faut vraiment mettre en exergue, c'est que grâce à ce mondial, on n'a pas parlé de ça à ce moment-là. Donc ça nous a évidemment un petit peu fait un peu de repos de ce point de vue-là, parce qu'évidemment, tu dois te douter que d'un point de vue politique et économique, les 2 régions, soit la région flamande, la communauté flamande et la communauté française, sont régies et totalement différemment. On est dans un autre pays, ce sont 2 pays différents qui coexistent en fait. Donc là-dessus, voilà, on voit l'équipe nationale de Belgique a fait un bien fou. D'ailleurs, Pierre, je ne sais pas si on peut partir là-dedans ou c'était prévu pour plus tard. Oui. Mais au niveau politique, comme tu dis, est-ce que, comme on a parlé en 98 en équipe de France, d'une France soudée, d'une France, tous ensemble, unis,
Tu vois, est-ce que tu penses qu'en Belgique, par rapport aux Wallons, aux Flamands, aux divisions politiques, est-ce que tu penses que ça peut faire un élan comme ça aussi en Belgique? Bien sûr, mais je pense que nous avons quelque chose de très particulier, de très propre à la Belgique, c'est qu'effectivement, la Belgique n'a été créée qu'en 1830, donc ça il faut le savoir, et qu'auparavant, la partie flamande, bon, il y avait une partie qui appartenait notamment le Limbourg, ce qu'on appelle le Limbourg néerlandais, et alors par ailleurs, nous avions des parties qui étaient plus françaises, et voire même allemandes, parfois dans l'est du pays de la Belgique. Donc la Belgique, c'est quelque part une construction de ces pays limitrophes. Donc c'est compliqué d'avoir, par exemple, une même vue sur, par exemple, cette génération Black Bomber dont tu parlais avec la France. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de petits-fils d'immigrés et de fils d'immigrés belges, étrangers, qui sont nés en Belgique, qui aujourd'hui représentent l'équipe nationale de Belgique. Donc évidemment qu'il y a des similitudes à aller trouver. Et puis ce qu'on peut aussi aller trouver tout simplement, c'est en termes de formation. Eden Hazard a été formé en France. Donc évidemment, il y a cette filiation francophile. Moi, je connais pas mal de joueurs qui effectivement ont des référents, qui sont des référents français. Je vais parler de Thierry Henry, je vais parler de Zinedine Zidane principalement parce que c'est vraiment eux deux qui retiennent l'attention de ce groupe-là qui a grandi avec la France, qui a grandi avec la France qui gagne et avec les exploits à l'international de ces Français, que ce soit Thierry Henry ou Zinedine Zidane ou Patrick Vieira ou Robert Pires, voilà, je peux en citer pas mal. Ici, c'est vraiment ça qui va retenir l'attention, mais c'est pas du tout au même degré que la France à l'époque de 98 et Black Bomber. Il y a la victoire. Voilà. La victoire qui change tout. Exactement. Parce qu'il n'y a pas eu de champion du monde. Après, cette troisième place, elle est historique. Mais je pense qu'en Belgique, on n'a pas. Il y a ce qu'on a en France, en fait, depuis que je vis ici à Paris, qui est très différent de la Belgique, c'est qu'en Belgique, une fois qu'on a obtenu quelque chose, donc si c'était une troisième place, on est d'accord, on fête et on se met en l'objectif de faire mieux par la suite. Ici en France, effectivement, quand on gagne quelque chose, après on en parle, on essaye de voir pourquoi est-ce qu'on aurait pu évidemment pas le gagner. Non, on n'est pas dans cette logique-là en Belgique, on est dans une logique de célébration et surtout de profiter, parce que le peuple belge est différent du peuple français dans ses habitudes et dans sa façon de communiquer aussi. C'est vrai. Et donc, si on revient plus sur le sportif, je crois que Sébastien, tu avais une question par rapport au tournant de la compétition pour les Belges. Oui, on en a beaucoup parlé, mais je vais encore comparer à la France. Mais est-ce qu'on peut parler que le 8e de finale, pour vous en Belgique, a été le tournant, avec, je pense, le changement quand Chadli et Fellaini sont rentrés? Est-ce que c'est eux qui ont rééquilibré l'équipe par rapport à Carrasco et Mertens qui sont sortis? Est-ce que le 8e a été le tournant, c'est ça que je veux dire? Ouais, écoute, à 0-2, je suis assis sur mon fauteuil et je me dis qu'on sort, quoi. Je pense qu'on est tous pareils. Je pense que tout le monde l'a vu comme ça, et même sur le direct, le commentateur vedette, mais tu sais, en Belgique, on a deux groupes médiatiques, dont un qui contrôle presque tout, c'est-à-dire la partie institutionnelle, le média public, qui diffuse gratuitement comme ça. C'est pas comme ici en France avec beIN Sport et TF1. Chez nous, on diffuse gratuitement les matchs. Et donc, c'est vraiment prime time et tout le monde regarde, quoi. Enfin, il n'y a que ça à disposition, on parle que de ça. Il y a des affiches justement de ce média-là, la RTBF pour ne pas la citer, partout. Et alors, à un moment donné, quand il y a ce match-là, il y a 0-2, Rodrigo Benkens, pendant le 0-2, qui est le commentateur vedette, Rodrigo Benkens en Belgique, vraiment la star, quoi. C'est encore plus fort que Margoton, parce que, évidemment, comme je te dis, il y a peu de concurrence à côté de lui. Il dit, en gros, il démonte Martinez, tu vois. Il le démonte. Non, il le tue, tu vois, en disant, ouais, c'est n'importe quoi, il faut faire des changements en coach et tout. Enfin, il sort de son cadre journalistique et effectivement, il est très critique. Le truc, c'est que derrière, après, c'est 3-2 et il a dû se poser tout ça. Donc, c'est-à-dire que même nous, en tant que journalistes belges, on s'est dit, on est mort, quoi, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, on a commencé à croire en cette équipe au moment où il y a eu ça. Parce qu'on s'est dit, mentalement, ils sont capables d'aller faire quelque chose. Et ce qui a été fou, c'est de se dire, ok, bon, techniquement,
d'un point de vue intelligence, ils ont réussi à renverser la vapeur parce qu'ils ont misé tout simplement sur leur qualité. Et les qualités de la Belgique, quand ça va pas, ben, c'est les phases arrêtées, c'est le jeu de tête et c'est la contre-attaque et le jeu de transition très rapide. Et ça, on l'a vu avec le but de Chadli. C'est là-dessus, d'un point de vue football, que la Belgique s'est réveillée. Elle s'est réveillée sur ce qui est son instinct, en fait, ce qui est son football naturel, historique, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, voilà, on a compris que la Belgique et les joueurs eux-mêmes, je pense, ils ont conscientisé ça. Ils se sont conscientisés en disant ouais, les mecs, revenons aux bases, revenons à ce qu'on sait faire de mieux. Et même si on ne sait pas faire du football à l'espagnol, bah, c'est pas grave, quoi. Venez, jouons au foot, quoi. Jouons comme on sait le faire de manière la plus efficace possible. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont réussi. Par la suite, évidemment, il y a eu un déclic chez tout le monde, chez les joueurs en premier, je pense. Vraiment. C'est vraiment les joueurs, que ce soit Nasser Chadli, que ce soit le groupe, ils se sont dit, OK, là, on a le potentiel et OK, on est sur un autre level et nous, on est capable de montrer ce qu'on vaut à tout le monde à ce niveau de jeu-là. Et ça, c'est important, ce niveau de football-là. Et alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, dans le match face au Brésil, on a vu une Belgique conquérante et une Belgique qui avait envie d'anticiper et qui s'est dit, on va prendre tout ce qu'on a fait de bien dans la fin de match face au Japon, parce que tout le monde s'est vu mort. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est irréel. Dans le match face au Japon, il y a une lecture du match qui est absolument illogique, irréelle et surréaliste à l'image de la Belgique et de l'image à l'international qu'a la Belgique, d'ailleurs, ce côté surréaliste, un petit peu illogique. Et c'est totalement ça. Je veux dire, tu perds 0-2, tout le monde te voit mort, 500e minute, après tu commences à revenir, 2-2, 3-2, et boum, quoi. Et puis c'est la qualification. C'est des émotions qui sont évidemment inaltérables et évidemment inoubliables. Donc, il faut prendre conscience de ça. Et les joueurs, eux, en ont eu conscience, et c'est pour ça que derrière, tu vois un match face au Brésil totalement maîtrisé, où on a su profiter de ce qui était pour moi la clé du match, c'est-à-dire l'absence de Casemiro. Voilà un petit peu comment je le résume. D'accord. Donc oui, c'est vrai qu'après ce match contre le Japon, on a senti une Belgique confiante. Et donc maintenant, si on va passer à la deuxième partie de l'émission, donc on va parler de cette génération 2018. Est-ce que cette génération 2018 est la plus grande de l'histoire quand on compare par exemple à celle de 86? Alors je pense qu'on ne peut pas faire trop de comparaison de niveau parce que comparer les époques, ça ne sert à rien. Mais est-ce que pour les Belges, laquelle pour toi sera la plus mémorable entre 2018 et 86, qui sont pour moi les deux plus grandes générations belges? Ben oui, mais en tant qu'être humain, moi je l'ai vécu 86 dans le passé. Là, je l'ai pas vécu dans un instant de direct, dans un instant présent. Quand toi, en tant que journaliste, mais même en tant que personne du peuple belge, tu vis en fait les choses de façon instantanée, dans le moment présent. Tu es en fait quelque part, tu te sens représenté par ce groupe et tu es dans le groupe en fait, sans l'être de manière immatérielle, mais tu l'es. Et c'est comme ça que les gens de notre génération vont se ressentir dans ce groupe Belgique, dans ces 23-là. Et donc évidemment que c'est cette génération-là qui a marqué, qui va marquer, parce qu'elle nous ressemble, parce qu'elle est d'origine étrangère, parce que ce sont des jeunes qui ont les mêmes goûts que nous, ils écoutent du Peura, tu vois ce que je veux dire, ils sont dans des trucs où... Voilà, exactement, ils sont hyper enfin, ils sont fort proches de nous, quoi, tu vois, que ce soit même Thomas Meunier, tu vois, c'est quelqu'un qui est... Bon, Thomas, c'est le genre de mec, tu vois, par exemple, après le match au Celtic, bah, tu vois, dans l'avion qui les ramène à Paris, il ouvre une bière, tu vois, mais nous, on est comme ça, on aime bien boire une bière et tout comme ça, après les... C'est très belge. Mais c'est un truc où on se dit, putain, mais en fait, il nous ressemble à mort. Et comme il nous ressemble à mort, forcément, on est attaché. Et évidemment que cette génération 86 nous ressemble moins. Donc la réponse, c'est oui. Évidemment, la génération 2018 est une génération beaucoup plus semblable à nous et donc forcément qui nous a le plus marqué. D'accord. Et après, vis-à-vis des référents, parce que tu l'as évoqué précédemment, mais on disait souvent que les Belges donc s'identifiaient plus donc à l'équipe de France 98, aux stars françaises. Et donc maintenant, est-ce que cette réussite donc à la Coupe du Monde 2018 va faire en sorte que les jeunes Belges vont maintenant avoir de nouveaux référents, donc avec les Hazard, etc. Est-ce que ça va changer? Totalement. C'est ça qui est bien. En fait, c'est que derrière nous,
on a d'un point de vue international, on a vraiment attiré l'œil du monde, en fait, en se disant, putain, la Belgique, elle existe, quoi, tu vois. Derrière, aux États-Unis, je sais pas si tu sais, mais aux États-Unis, j'en parlais avec l'entourage de Laurent Simon, notamment, aux États-Unis, ils se représentent la Belgique avec l'équipe nationale de foot. C'est une dinguerie, tu vois. C'est juste un truc de ouf. Donc, du coup, non, c'est un truc de ouf. Donc tu te dis, à un moment donné, la Belgique, elle a tellement marqué de ce point de vue-là que derrière, même chez les jeunes de notre âge, ou ceux de 14-15 ans, leurs idéaux, ce seront plus des idéaux étrangers, ou en tout cas, ça le sera moins. Les idéaux de la Belgique, ce seront des joueurs belges. Ça ne l'était pas auparavant. Et c'est ça la grande différence. Aujourd'hui, ces jeunes-là, ils vont se construire avec des idées, des référents, un imaginaire social qui est proche et qui a en fait celui de son pays. Donc ils vont se construire avec des concepts qui sont propres à leur pays. Et ça, d'un point de vue philosophique ou même d'un point de vue football, ça change tout dans la manière de se construire en tant que joueur de foot et en tant qu'humain. Et donc ça, c'est importantissime à signaler. C'est-à-dire que derrière, tu vas voir de plus en plus de clubs, et tu le vois d'ailleurs en Ligue 1, j'ai vu un tweet là dernièrement, enfin tout à l'heure, le nombre de Belges qui vont jouer titulaires et qui vont être respectés en tant que joueurs cadres dans un club de Ligue 1, il y en a énormément. Björn Engels au Stade de Reims, Anthony Limbombe qui signe aujourd'hui, d'ailleurs je vais vous donner l'info, il signe aujourd'hui au FC Nantes, et d'ailleurs Nantes aura mis au minimum 10 millions d'euros plus bonus, donc c'est le plus gros transfert de Nantes, tu vois, c'est un truc de ouf. Il y a Joseph Denayer qui vient de signer à Lyon. Il y a Thomas, évidemment, Thomas Meunier au PSG, Youri Tielemans à l'AS Monaco, Matt Sels à Strasbourg. Tu vois, je peux encore en citer, je crois qu'il y a Leia Iseka qui est titulaire du côté de Toulouse. Donc tu vois, même en France, c'est super marqué. En Italie, c'est pareil, tu as plein de bons joueurs belges en Serie A, tu as plein de bons joueurs belges en Allemagne. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment dans un truc de se dire que sportivement, il y a au moins un Belge dans le top, quoi. Maintenant, on a Thibaut Courtois au Real, ce qui est vraiment une étape de passer dans la façon dont on voit notre football. Tout ça, ça va évidemment construire des futures générations. On a une génération du 17 et du 16 absolument exceptionnelle qui va arriver avec des talents incroyables. Mais après, évidemment, ce talent-là doit se transformer en quelque chose de matériel, de tangible. Évidemment, ce sont des jeunes. Oui. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire, il y a un potentiel. Ok, et donc, toujours vis-à-vis de cette génération, donc c'est vrai qu'en 2014 et 2016, on a vu qu'ils ont fait des erreurs de jeunesse. Et donc, qu'est-ce qui, pour toi, pendant cette Coupe du Monde, a fait qu'ils ont réussi à passer un cap? Est-ce que c'est les joueurs qui sont arrivés à maturité? Est-ce que c'est le coach qui a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel? Comment tu le vois, toi? Je pense qu'il y a une conscientisation de la part du groupe. Je pense que le groupe s'est dit, à un moment donné, maintenant, il faut faire la différence. Il faut s'unir, il faut se réunir, et si on ne le fait pas maintenant, on le fera en Coupe du Monde. Je parle de la Coupe du Monde ici, pas l'Euro, parce que l'Euro 2020 sera tout aussi important et encore plus d'ailleurs, je pense, parce que maintenant ils se sont sentis respectés, ils le sont et ils le sont réciproquement par les gens qui les regardent. Ici, ce groupe des 23 est un groupe qui devait faire cette performance-là parce qu'ils n'auront plus la chance de le faire par la suite avec ce groupe génial, qui est quand même un groupe d'un point de vue individualité fantastique et qui devait se trouver d'un point de vue foot. Après, les circonstances de match, c'est fou parce qu'on a une Coupe du Monde où en 2018, bon, il y a quand même beaucoup de résultats qui incombent aux circonstances de match. Tu vois, un but qui se met, derrière la tactique s'adapte par rapport au but inscrit dans une rencontre. Donc on est dans l'adaptation, alors que la Belgique, elle justement, elle a été dans la réaction la plupart du temps dans ses matchs ou dans la maîtrise. Donc ça, c'est déjà très spécial par rapport à la Coupe du Monde. Le statut et la façon dont gérait les matchs la Belgique, elle était très différente. Mais ici, dans ce qui a été construit, avec des joueurs de 32, c'est des joueurs matures. Alderweireld, il a 29 ans, Kompany 32, Vertonghen 31, Mertens 31, 29 Axel Witsel, Fellaini, il a 30 ans, Moussa Dembélé, il a 31 ans, Eden Hazard, il a 27 ans, il va sur ses 28. Les deux plus jeunes, c'est Lukaku et Meunier, qui, dans le 11 titulaire, qui avaient tous les deux 25 ans. Donc c'est vraiment l'âge de maturité. Oui. Donc c'est vrai que c'est une génération qui commence à arriver à ce qu'on pourrait appeler son apogée. Mais donc, est-ce que pour l'Euro 2020,
Est-ce qu'il y aura toujours ces mêmes On y est, joueurs hein. ou justement va falloir faire un peu tourner ceux qui sont âgés? Enfin, comment tu vois toi l'évolution de cette génération par rapport à l'Euro 2020? Écoute, je t'aurais dit effectivement que pour l'Euro 2020, on aurait pu voir éventuellement un Witsel avec Witsel qui s'éteint, hein, donc évidemment avec sa carrière en Chine. Mais là, c'est là que c'est évidemment assez fou, c'est qu'Axel Witsel, qui a marqué d'ailleurs hier, qui a sauvé en Coupe d'Allemagne contre Greuther Fürth le Borussia Dortmund, a justement eu ce transfert au Borussia. Et donc, du coup, lui, derrière, il va jouer la Ligue des Champions, il a des attentes qui sont beaucoup plus hautes. Donc, même ce joueur-là va progresser encore individuellement et va être quelque part confronté à un niveau d'intensité auquel ces dernières années, il n'y était pas. Et avant la Coupe du Monde, il n'avait pas été confronté. Avec, évidemment, l'équipe dans laquelle il jouait, donc le Tianjin Quanran en Chine. Pardon. Donc, il y a des progrès individuelles qui vont s'opérer. Ce groupe a construit quelque chose, va rester uni, et tout l'intérêt de Roberto Martinez jusqu'à la fin de son contrat, donc c'est jusqu'à la fin de l'Euro 2020, c'est continuer à préserver cette dynamique de groupe en amenant justement du sang frais. Alors qui sera le sang frais? À l'heure actuelle, on ne peut pas le dire, parce qu'il y a des joueurs qui vont très clairement se mettre en avant, il y a peut-être des joueurs qui vont exploser d'ici là, il y a d'autres joueurs qui vont peut-être justement ne plus avoir leur place au sein de l'équipe nationale. Aujourd'hui, le mondial de Chadli est absolument exceptionnel. On voit qu'il a toujours des difficultés à se trouver un club. Il est en discussion avec un club en ce moment, mais il n'y a pas pour le moment une offre parce que justement le club de WBA dans lequel il joue, West Brom, est descendu à Championship et ils ont des difficultés à le lâcher parce qu'il demande beaucoup d'argent. Voilà, il y a des situations personnelles qui doivent évoluer pour des joueurs et voir quelque part derrière s'ils arrivent à suivre le rythme que veut mettre Martinez et le niveau que veut installer Martinez dans cette équipe nationale. Et d'ailleurs, par rapport au coach, c'est vrai je trouve qu'il a été beaucoup décrit. Bon, au début du mondial, il y a eu le scandale quand il n'a pas pris Nainggolan. Ensuite, tu as parlé en 8ème, quand même, le commentateur qui s'est lâché sur lui. Donc, est-ce que le résultat a fait fermer les bouches à tout le monde et il va rester sûr pour l'Euro 2020? Ou est-ce qu'il est toujours un peu remis en question? Non, je pense que Roberto Martinez est un homme politique. Voilà. Il a bien fait les choses. Il a été dans le consensus tout le temps, il a réussi, et en Belgique, c'est très très difficile à faire, à ménager le chèvre et le chou en permanence. Voilà, ça il faut le dire, c'est comme ça qu'est construit notre pays, c'est compliqué, il y a des manières de penser, des référents, des idéaux, des imaginaires sociaux différents, donc du coup, pour créer l'union, créer vraiment le 1, l'unité, c'est extrêmement compliqué, Et lui, il est parvenu à faire ça, en mettant en fait tous ces joueurs dans une bulle, une vraie bulle, et en les quelque part les enfermant dans leur propre cocon dans lequel ils ont l'habitude d'être en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Et donc du coup ils se sont dit bon les mecs, on va faire abstraction de tout ce qu'il y a à l'extérieur et on va se concentrer sur le résultat. Et ça a été sa grande force parce que derrière il a eu des gens qui ont eu une force de persuasion et une communication qui les a aidés. Thierry Henry en fait partie, Graham Jones qui maintenant a quitté justement pour WBA pour devenir l'entraîneur adjoint de WBA West Bromwich Albion en Championship je crois que c'est Moore, Darren Moore, l'entraîneur de West Brom. Voilà, il a quitté le groupe, comment est-ce que ça va se reconstruire, qui sera l'entraîneur adjoint, maintenant le véritable, ce qu'on appelle un T2 en Belgique, de Roberto Martinez. Ça aussi, ça fait partie des questions. Mais ce qu'il a fait là, dans le mondial, c'était pour moi inouï, je ne m'attendais pas à ça. Parce que derrière, il avait une communication, une façon de gérer les dossiers, que sont les dossiers épineux, comme Nainggolan dont tu as parlé, qui moi personnellement ne me laissait pas de marque, quoi. Je trouvais que c'était quelque chose de plutôt inacceptable parce que Radja Nainggolan sortait de la meilleure saison de sa carrière, il avait été le joueur le plus impressionnant cette année-là avec Kevin De Bruyne, avec Kevin De Bruyne, je dirais, et Eden Hazard, mais vraiment dans une moindre mesure. Et qui méritait totalement sa place. Il voulait préserver le vestiaire, c'est ça? C'était plus des raisons extra-sportives, non? C'est pas ça du tout. Non. En fait, le truc, c'est pas qu'il voulait préserver le vestiaire. Il n'y avait aucun problème avec Radja Nainggolan. Tout le monde aime bien Radja dans le groupe. Tu vois? Pas ça le souci. Le souci, c'est que Radja, il a des petites particularités. Tu vois, il fume une cigarette. Bon, il faut lui mettre
il faut lui mettre une terrasse à disposition dans sa chambre d'hôtel quand tu es avec les Diables, parce qu'effectivement, il doit fumer. Bon, ça, c'est pas quelque chose de très, très lourd à faire. Mais ce qui était plus compliqué pour Martinez, c'était d'adapter sa philosophie de jeu, sa tactique à un seul joueur. Disant, moi, derrière, je vais pouvoir profiter de son caractère anarchique, je vais pouvoir profiter de lui d'un point de vue individuel parce qu'il va faire des différences tout seul. Il voulait vraiment créer un système de jeu avec une façon de jouer et une unité, un sens commun. En fait, c'est compliqué de trouver un sens commun d'un point de vue politique et d'un point de vue national en Belgique, parce qu'il n'y en a pas, en fait, fondamentalement. Mais, par contre, il l'a fait d'un point de vue jeu. Et c'était tout son objectif. Et donc là-dessus, il est extrêmement sévère et il est très rigoureux et il se fixe des limites parce qu'il veut atteindre, il a un objectif précis et tout ce qui va en dehors de son objectif, et là en l'occurrence Radja Nainggolan ne faisait pas partie du plan qu'il pensait, et ben il a aucune pitié. Voilà, il a aucune pitié et il l'a même pas mis dans les 28 c'est vrai que c'est un choix très très fort. Enfin, je trouve que c'est... Justement, Martinez, là tu nous as parlé dans le management et dans la politique, mais qu'est-ce qu'il a changé footballistiquement par rapport à Wilmots par exemple? Déjà, le système à 3-4-2-1, c'est déjà totalement différent. Je me souviens de Marc Wilmots qui a joué dans un système à 4-2-3-1. Donc déjà, le système à 3 défenseurs centraux avec des latéraux qui montent fort, fort haut et qui doivent avoir un impact physique en termes de repli défensif qui est assez impressionnant. Justement, la faculté de ces mêmes ailiers à aller créer le surnombre en phase de possession, ça c'est quelque chose d'assez qui se remarque. Et puis derrière, tu as la totale liberté de Eden Hazard positionné véritablement en électron libre, en position de soutien d'attaque, mais on voit qu'il est beaucoup plus proche du centre névralgique du but adverse en fait, proche de Romelu Lukaku, vraiment dans l'axe du jeu, une forme de force centrifuge qui se crée d'un point de vue offensif tactiquement chez les Diables Rouges. Et puis, dans le milieu de terrain, dans l'axe du jeu, un maintien d'équilibre avec Axel Witsel qui lui à un moment donné fait le lien entre l'attaque et la défense, et puis évidemment la situation qui est la meilleure situation je pense pour Kevin De Bruyne, c'est sa situation de créateur. Mais on a vu que voilà, exactement. On a vu qu'au fil de la Coupe du Monde, sa situation a évolué, que Dries Mertens lui-même est sorti de l'équipe et qu'en fait Kevin De Bruyne a évolué beaucoup plus haut dans le jeu, ce qui a permis en fait à Roberto Martinez d'avoir un milieu de terrain un petit peu plus dense et donc forcément un petit peu moins risqué, parce qu'à chaque fois on savait que même si les ailiers, les latéraux dans ce système-là faisaient de très très gros efforts offensifs, derrière tu laissais de l'espace, et si tu avais des joueurs comme Neymar, bon là ici Neymar évidemment ce n'est pas le bon exemple parce que Neymar a été totalement maîtrisé en quart de finale de la Coupe du Monde Thomas Meunier, mais des joueurs qui sont très rapides et qui sont capables d'aller dans le dos, surtout à droite, avec à l'époque Yannick Ferreira Carrasco qui me faisait assez peur d'un point de vue repli défensif. Mais on a vu qu'il a été performant offensivement, mais défensivement il y avait quand même des difficultés. Derrière, il a réussi à solutionner ça, Roberto Martinez, en mettant Nasser Chadli qui s'est complètement révélé et qui a profité d'une tendance et d'une dynamique durant cette Coupe du Monde qui a été très positive pour son avenir personnel et individuel, mais aussi pour le groupe. D'accord. Et donc maintenant on va passer sur la troisième partie de l'émission, donc les conséquences de cette Coupe du Monde 2018 donc sur le foot belge. Est-ce que tout d'abord par rapport à son championnat, est-ce que ce résultat de la sélection donc peut aider le championnat dans son essor, quand on sait que en Europe ce championnat est quand même concurrencé par tous les grands championnats européens et que le championnat belge a quand même du mal à se faire une place, ne serait-ce que dans les diffusions télé, etc., au niveau de l'attrait des téléspectateurs. Comment... Oui. Je suis d'accord parce que si tu regardes aujourd'hui la situation en France du foot belge, c'est quoi? Moi, je peux te l'expliquer. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas où est-ce qu'ils peuvent regarder le football belge en France. C'est vraiment triste. La vérité, c'est que le football belge, il est disponible sur Foot Plus, qui est déjà un programme compliqué parce que tu dois t'abonner à Canal. Une fois que tu es abonné à Canal, tu dois t'abonner à Foot Plus. Ça coûte 10 € en plus par mois. Les commentaires, c'est même pas les commentaires des journalistes français, c'est des commentaires originaux de personnes, de collègues que je connais, parce que du coup, moi,
Non, mais je travaillais à Canal Belgique, donc je sais qui sont les personnes qui commentent les matchs du championnat belge. Et du coup, ils achètent directement les matchs, qu'ils postent, commentés avec la voix francophone, forcément des journalistes de la partie francophone qui diffusent le championnat de Belgique. Ils le rachètent, ils le diffusent comme ça, et il y a 10 minutes de différé. Non seulement c'est illisible, c'est impossible à voir, il n'y a aucune personnalisation, et tu ne fais rien de ton produit. Donc, d'un point de vue économique et d'un point de vue business et stratégie marketing, c'est super nul. Donc, ce qu'on doit faire, nous, et ce que moi j'essaie de faire, c'est de construire justement, de voir comment est-ce qu'on peut racheter les droits, quel est le média qui pourrait être intéressé. Et c'est tous les jours de ma vie, je pense à ça et je travaille au quotidien pour essayer de le mettre en avant. Oui, mais c'est une question qui ne soit pas diffusée comme ça, c'est une question aussi. C'est logique au niveau de la faiblesse par rapport à d'autres championnats. Je suis pas d'accord quand par exemple, ils sont 9e au classement UEFA derrière l'Ukraine. Ils sont largués en plus. C'est dur pour un diffuseur de prendre le risque de diffuser la Belgique. Non, mais je pense pas. Non, je pense pas que ce soit un risque parce que derrière, tu as des programmes qu'on appelle des programmes blockbusters. Ici, à un moment donné, avec ce qui s'est passé avec la Belgique, excuse-moi, mais l'Ukraine, on l'a pas vu dans le mondial, tu vois. Donc la Belgique, elle se sert de son équipe nationale pour à un moment donné mettre en avant son championnat. Ça, c'est évidemment, d'un point de vue marketing, c'est très bien pensé de la part des dirigeants de l'Union belge. Mais derrière, s'il n'y a pas d'engouement ou quoi que ce soit, il faut simplement aller toquer à la porte, aller dire regardez, on a un super championnat, parce que moi je le regarde tous les jours mon championnat, donc je sais ce qu'il vaut, tu vois, je le vois vraiment chaque semaine, je rate pas un match, quoi, donc je sais qu'il y a de la qualité. Monaco le sait qu'il y a de la qualité dans ce championnat puisqu'ils ont installé un club. Ils ont racheté un club. Ils n'ont pas racheté un club en Ukraine. Ils ont racheté un club en Belgique. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, il y a ça aussi. Tu vois, c'est important. Vis-à-vis de la formation, le championnat belge exporte beaucoup de joueurs. Et c'est vrai que c'est sa force. Et tu disais qu'il y avait des nouvelles. D'ailleurs, tu disais qu'il y avait des nouvelles générations de U17, U15 là qui arrivaient en force et donc tu penses que les futures générations belges sont toujours aussi florissantes? Oui, bien sûr, elles le sont et elles le seront d'autant plus que justement les performances des Diables ont été bonnes et continueront à l'être. Je l'espère tout du moins. Donc ici, on a des centres de formation qui sont vraiment super bons. On a des jeunes de 15-14 ans qui partent du plus grand club. Dernièrement, deux Italiens du Standard qui viennent de partir à l'AC Milan. Tu vois, t'as des joueurs qui partent à City. Tous les ans, Monaco achète les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes d'Anderlecht pour les mettre à Monaco. Au Standard, c'est pareil. Tu vois, le Paris Saint-Germain commence à s'intéresser. Moi, je parle avec deux personnes. C'est peut-être. Je sais désolé, mais juste pour dire que c'est peut-être aussi un peu le problème de ce championnat, c'est qu'ils forment des très bons joueurs, donc ça c'est extrêmement positif, ça montre qu'on peut avoir un attrait pour le championnat, mais justement ils n'arrivent pas à garder ces joueurs, donc c'est pour ça que comme les joueurs partent très tôt, il y a très peu de très bons joueurs qui sont encore dans le championnat à maturité, donc à plus de 20 ans, etc. Donc c'est aussi peut-être l'axe de progression de ce championnat, c'est d'essayer de conserver leurs bons joueurs et de trouver peut-être des financements qui vont permettre de s'aligner sur les salaires, etc. Ouais. Écoute, pour être honnête avec toi, je pense que ce dont on manque surtout, c'est d'un club qui réussit d'un point de vue européen. Parce que tu regardes la façon dont est vu le championnat portugais, moi je peux en parler parce que du coup, à RMC Sport, on a les droits et on diffuse la Liga portugaise. Donc je sais comment ça fonctionne. On a à un moment donné, en 2004, pour ne pas la citer l'année, Porto qui fait l'exploit de sa vie, qui marque l'histoire du football portugais et qui réussit à gagner la Ligue des Champions avec un José Mourinho extraordinaire. Derrière, tu as des joueurs exceptionnels qui se mettent en avant. Et il y a 11 millions d'habitants, c'est comme la Belgique, le Portugal. Donc du coup, c'est ça qui nous manque. C'est un club qui pète tout, comme il l'avait pété avant. Une vraie vitrine. Anderlecht, à l'époque, était une vraie vitrine à l'international parce qu'ils ont gagné des titres en Europe. C'est ça qu'on a besoin.
Aujourd'hui, c'est ça qui manque fondamentalement encore au football belge. Et plus il y en aura, et surtout en ce moment-là, plus ça nous permettra d'avoir un autre regard. Ça change évidemment tout. Surtout après la Coupe du Monde, encore une fois, qui a été fantastique. Tu vois ce championnat donc prendre de l'ampleur dans les années à venir, ou il va encore stagner, ou comment tu le vois toi, ce championnat? Moi, je pense que les Belges, c'est ça un peu le problème, c'est qu'en Belgique, on voit un peu petit, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette vue comme les Français qui peuvent parfois l'avoir, ou les Américains. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une envie de développement. Il n'y a pas cette envie de s'émanciper, de maîtriser un peu plus, tu vois ce que je veux dire, la façon, ton export et tout. Il y a un côté business qui ne, malheureusement, qui n'est pas inné en fait en Belgique. Il y a des gens qui essayent ça, et qui le font bien, mais il n'y a pas un truc de se dire à un moment donné, bon, on va essayer de développer notre championnat, pac, on discute avec les médias et tout. Moi, je le fais parce que moi, je suis intéressé par ça. Parce que je pense qu'on peut vraiment développer quelque chose. Et même si, évidemment, ce n'est pas le niveau du Portugal, ce n'est pas l'Ukraine non plus, pour revenir à ce que tu dis. Tu vois? Donc, voilà. Il y a des comment dire, il y a des intérêts, il y en a énormément en Belgique. Et ça, c'est évidemment toute une série de discussions que j'ai en ce moment avec les diffuseurs. Voilà. Et aussi, on se demandait, est-ce que footballistiquement, la France était l'influenceur principal du foot belge en général, donc vis-à-vis du jeu, enfin vis-à-vis des clubs. Est-ce que la France a une réelle influence sur la Belgique? Alors ça dépend. Si tu veux des comparaisons, je vais t'en donner individuellement. Okay, ici, tu as l'Olympique Lyonnais, c'est fort proche de ce qui se fait à Anderlecht. Donc des jeunes de qualité, un football chatoyant, qui sortent en professionnel, qui se mettent en avant et qui sont ensuite revendus. Anderlecht, c'est devenu ça. C'est une vraie usine à talent. Les joueurs émergent et derrière, ils sont vendus très très cher. Tu l'as vu avec Youri Tielemans, Leander Dundonker encore cet été, parti du côté de Wolverhampton. Donc il y a de la qualité. Après, le Standard, par exemple. Le Standard, c'est Marseille. Donc là, on se rapproche, par exemple, plus de ce qu'on connaît du côté de Marseille. Parce que le Standard, c'est un volcan permanent. C'est un club où même le président a du mal parfois à maîtriser son propre club. Ça part dans en sucette complet. Les supporters foutent une pression pas possible. Mais c'est un club extraordinaire. Le Standard est un club fantastique. Aller au Standard, c'est une émotion en part entière. C'est vraiment, c'est impressionnant le Standard, vraiment. C'est vraiment impressionnant. Et ça pourrait être vraiment, je pense, un match de Standard. Tu regardes un match à la télé du Standard, ça va plaire. Tu vois ce que je veux dire? Ça va plaire. Après, Bruges, par exemple, est considéré un peu comme le club, pour le moment, de l'élite, qui gère le mieux son économie, ses intérêts, qui est le club numéro 1 pour le moment, en tout cas d'un point de vue football, et donc le président Bart Verra, qui est également le vice-président de la fédération belge. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus de choses. Donc voilà. Par ailleurs, tu vois que, par exemple, Bruges, ça pourrait être l'équivalent de ce qui se fait, pas à Monaco, je dirais de ce qui se fait en Allemagne. C'est plus ça, tu vois, par contre, là, tu as plus des références Allemagne, quoi. Bruges, ce serait plus un club du top en Allemagne, style Dortmund ou style Bayern. C'est plutôt comme ça que ça se construit. Et alors, il y a Charleroi, par exemple, qui lui, là, parce qu'il y a un coach très italien qui a vraiment installé une patte italienne, bah là, c'est plus le calcio, quoi. Tu vois, la Serie A. Donc, tu vois, c'est très différent. Il y a vraiment plein de choses différentes à découvrir dans notre championnat et qui pourraient être très intéressants pour les yeux extérieurs et étrangers que sont évidemment les téléspectateurs français. Oui, et justement, je voulais demander, j'entendais pendant la Coupe du Monde, par exemple, Nicolas Villas, que tu dois connaître bien, qui disait sur RMC que le Portugal était un peu, comment dire, même le football portugais était un peu méprisé par la France. Méprisé, c'est peut-être un mot fort, mais disant que le Portugal était le petit pays dont... Tu vois, est-ce que tu ressens pareil pour la Belgique, par rapport que pour la France, la Belgique, c'est le petit pays, ils sont gentils à côté, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu ressens ça en Belgique? Bah, écoute, Nico, c'est mon grand frère, donc je vais pas le contredire. Non, donc tu ressens ça en Belgique? C'est intéressant.
Non, il a raison, ouais, il a raison. Parce que, du coup, moi, chaque fois que j'essaye de parler de choses et tout ça, même le pire, c'est les gens. Quand j'ai les gens qui gèrent le football belge au quotidien, je ne vais pas citer des noms, mais les personnes qui en France sont chargées de le diffuser n'y portent eux-mêmes pas une grande attention. Et ça, c'est là que c'est dangereux. C'est quand toi, tu as les droits d'un truc que tu dois diffuser et que tu n'es pas dans un truc de te préoccuper de comment est-ce qu'on va le regarder, comment est-ce qu'on va... Tu t'en branles, tu as les championnats, tu le diffuses. C'est pas bien, tu vois ce que je veux dire, c'est pas bien. Et là-dessus, Nico, il a tout à fait raison. Après, le regard des gens, c'est les gens, ils vont pas malheureusement, ce qu'on appelle la masse média et justement les foules populaires, les gens en général, pas individuellement, mais en groupe, ils vont pas s'intéresser de suite, de par eux-mêmes au championnat belge. Il faut leur montrer, il faut les guider, il faut le mettre en avant, il faut créer une hype, il faut créer des programmes, il faut créer des analyses, il faut le mettre en avant, il faut dire, regardez, tiens, ça existe, ça peut vraiment être cool, regardez, intéressez-vous, c'est nouveau. C'est nouveau, ça vient de venir, regardez, inspiré de ce qui s'est passé durant la Coupe du Monde avec des Diables Rouges qui ont tout cartonné, regardez à quoi ressemble le championnat. Et là, tu vends ton bail, là, tu vends ton truc. Donc, du coup, c'est comme ça qu'il faut construire le championnat et la façon dont on va le vendre. C'est pas comme ils le font à l'heure actuelle en faisant n'importe quoi. Et RMC est un média qui encore fait des gros efforts sur le championnat portugais. Ils font des teasings, ils le diffusent. Derrière, ils essayent de le vendre bien parce qu'ils se servent de leur produit d'appui et d'appel qui est la première pour ensuite pouvoir émerger et faire vendre la Liga NOS. Donc, tu as des trucs, tu vois. Mais sur la Belgique, c'est même pas ça. C'est même le truc à un film néant, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est encore ça le problème. Mais il faut travailler là-dessus et moi je suis optimiste de nature, donc je suis persuadé qu'on va réussir dans quelques années, à y si arriver. tu travailles bien, si j'ai bien compris, sur RMC TV, on pourra voir le championnat belge avec des super teasings, etc. Je l'espère. Je l'espère. Ça peut être sur RMC, ça peut être sur un autre part aussi. Hein, ça, je sais pas. Je vais pas tout vous donner d'un coup. Mais voilà, il y a des choses. Voilà, et c'est en tout cas tout à fait ce que j'ai envie de faire. Si c'est vraiment ça la question, oui, j'ai envie de développer ce championnat parce que j'y tiens et moi je l'aime, tu vois. Et je sais de quoi il est capable et je sais surtout la qualité qu'il y a dans ce championnat. Donc du coup, c'est un peu dommage. Mais justement, c'est en travail. Et donc maintenant, on va passer aux questions un peu plus hors sujet pour la fin. Et donc, on se demandait, comme toi, tu as une connaissance plus approfondie donc du championnat belge et des cracks qui peuvent en sortir. On se demandait si tu avais quelques jeunes joueurs à nous donner à suivre qui pourraient exploser cette année, des Belges qu'on connaîtrait pas, nous. Ici, individuellement, bon, alors, si on regarde à Anderlecht, tu as le petit Borno, Sébastien Borno, défenseur central de 19 ans, Sporting d'Anderlecht qui actuellement démarre comme titulaire aux côtés des défenseurs Cara, Franius, Milic, qui sont les défenseurs centraux titulaires du côté d'Anderlecht. Voilà, c'est un jeune qui vient d'arriver, personne ne le connaissait, il a tout cassé. Après, sur le côté droit, et ça peut nous aider éventuellement parce que ça peut nous apporter des solutions à Thomas Meunier en équipe nationale, on a Alexis Salemakers, qui est un latéral droit fantastique. On a Sambi Lokonga, Anderlecht, toujours un Anderlecht, qui est vraiment pas mal. Je te parle ici des jeunes qui vont vraiment, pour moi, péter. Et puis, il y a Elias Kobo, qui malheureusement s'est blessé, mais qui joue ici en tant que latéral gauche dans un système à 3, et un peu comme le même système que Martinez, en fait, hein, donc 3-4-2-1, qui joue vraiment, qui arpente cette aile gauche, et qui est vraiment très intéressant aussi. Alors, au standard, tu as le petit Samuel Bastien, il y a Mehdi Carcella, qui est quand même un joueur, même s'il a 29 ans et que c'est pas un jeune, Mehdi Carcella, il faut regarder un match de Mehdi Carcella. Parfois, il a vraiment des petits problèmes dans sa tête, mais c'est un génie balle au pied. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un joueur de fou. Il a parfois des petits problèmes personnels et surtout mentaux, je pense que voilà. Mais Mehdi, c'est un joueur de malade, quoi. C'est vraiment un joueur intéressant à voir jouer. Si tu vois Mehdi, tu t'amuses, quoi. C'est un génie, ce mec. Après, à Bruges, tu as plein de petits jeunes, plein de joueurs confirmés qui sont en phase de progression, comme l'était Anthony Limbombe d'ailleurs, hein, qui vient de signer, qui signe aujourd'hui à Nantes, qui est à Bruges. Il y a, par exemple, je vais donner
le nom de Seamus Cravers, voilà, qui est un numéro 8 milieu central très intéressant. Tu as, qu'est-ce qu'il y a comme joueur? Openda, le jeune Openda, qui est un attaquant de 18 ans, qui est vraiment pas mal, qui est belge aussi, formé au Standard de Liège. Du côté du Cercle de Bruges, Monaco a ramené un Liégeois qui a été formé lui aussi au Standard de Liège, qui s'appelle Adrien Bongiovanni. J'en ai fait un tweet parce que je trouve que ce joueur, il va pas rester longtemps dans le championnat. Tu vois, le mec, il a 17 ans, il marche sur ça fait 3 matchs qu'il marche sur ses adversaires. Tu vois, il est vraiment au-dessus du dessus. Lui, il va tout exploser, c'est normal. Je veux dire. Ça, c'est juste évident. Quand tu sais lire le football, tu vois Adrien Bongiovanni, tu te dis, ok, c'est bon, c'est terminé. Tu vois, dans un an, il est titulaire à Monaco où il a beaucoup de temps de jeu, quoi. Après, au Standard, donc ça, j'ai dit, il y a Samuel Bastien. Donc ça, attention, on note tous les noms. Ah ben, tu les notes, sinon, tu peux pas. Ça gagne qu'en fait, c'est vraiment généralement toute une série de jeunes qui explosent et qui vont alimenter sans cesse le groupe professionnel et qui est vraiment Genk un des meilleurs centres de formation, si pas le centre de formation numéro 2 en Belgique, derrière le Sporting d'Anderlecht. Mais c'est comme ça que se construisent en tout cas les équipes du top avec des vrais talents qui arrivent. Il y a, par exemple, en ce moment, il y a un joueur qui est très jeune mais que je trouve vraiment pas mal, qui a 21 ans, il s'appelle Birger Verstraete. Birger Verstraete, c'est un milieu central de la Gantoise qui va jouer à Bordeaux. Voilà, jeudi. Tu vas le voir titulaire. Donc, c'est pas mal. Tu vas pouvoir regarder. Il y avait des joueurs. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'on a aussi des cellules de scouting qui travaillent bien. Tu vois, il y a pas mal de joueurs à l'étranger qui n'étaient pas du tout connus, tu vois, qui jouaient je sais pas moi, en Albanie ou qui jouaient en Slovénie, en Slovaquie, et qui derrière ont complètement explosé dans notre championnat et qui aujourd'hui se retrouvent à Bordeaux, comme Samuel Kalou. Tu vois, il a commencé en Albanie ou en Slovénie, et maintenant il est vendu pour une somme absolument incroyable. Enfin, pour nous, 8 millions pour Samuel Kalou, c'est beaucoup d'argent, tu vois. Et j'ai un nom là que j'ai en m'y intéressant. Teddy Chevalier, un Français qu'on connaît pas. J'ai vu que c'était le 2e meilleur buteur de votre championnat. On le connaît pas, nous, en France, par exemple. Et Teddy Chevalier, l'attaquant, c'est un ailier gauche qui joue au KV Kortrijk, donc le club de Courtrai, proche presque frontalier d'ailleurs à la France, proche de Moucron, oui. Qui est le club de Moucron d'ailleurs aussi. C'est un joueur très intéressant qui a toujours fait ses matchs, qui est vraiment bon, mais quelque part qui s'est installé dans le championnat de Belgique et qui en a fait vraiment son habitude, quoi. Il a toujours été dans ce championnat. Le club de Courtrai lui a toujours donné un amour absolument incroyable, et lui est un joueur très intéressant dans ce qu'il sait faire pour le championnat belge. Maintenant, il a 32 ans, tu vois, c'est pas non plus un joueur en devenir. C'est un joueur très intéressant pour notre championnat, et effectivement, il y a énormément de Français, et ça, faut le souligner. Voilà en quoi ça peut être également très intéressant pour la France à diffuser, c'est qu'il y a énormément de Français. Il n'y a pas une équipe où il n'y a pas un Français dans l'équipe nationale, dans le championnat de Belgique. Et ça, c'est quand même important à souligner. Il y a plein de Français, et des jeunes, des anciens, des valeurs sûres, comme Teddy Chevalier. Voilà, c'est de là aussi que naît l'intérêt, et doit naître l'intérêt des diffuseurs français. Ok. Pierre ? Vous m'entendez ? Ça va ? Il n'y a pas de problème. Désolé, c'est mon micro qui avait coupé. Donc, Denayer qui arrive à Lyon, alors, tu penses qu'il peut s'imposer et vraiment être une plus-value pour Lyon ? Ah bah oui, si Lyon a mis 10 millions d'euros. C'est quand même fou. À City, il était même pas sur le banc, il jouait pas du tout, et il était titulaire à la Coupe du Monde lors des matchs de poule. Ouais, c'est tout à fait vrai. Maintenant, Jason Denayer a des qualités de replacement et des qualités de passe techniquement. Je pense que c'est un joueur très agréable parce que c'est une relance propre, parce que c'est quelqu'un qui participe aussi au jeu, parce qu'offensivement, il peut être intéressant. Bon, dans son jeu de tête offensif, il est pas mal. Défensif, parfois, il doit faire un peu de
de travail. Je pense que là où il doit vraiment travailler, c'est le one-one, quoi. En face à face à un attaquant rapide comme Kylian Mbappé, il va se faire bouffer, quoi. Ça, c'est sûr. Mais c'est quand même une plus-value pour Lyon. Bon. C'est ça, tu vois, parce que en fait, le truc, c'est quoi? C'est que cette année, sur une super saison à Galatasaray, en Turquie, il a fait la pré-saison avec Manchester City. Et puis, il y a Lyon, donc ça veut dire qu'il est dans une phase de progression constante, ou peut-être que le Denayer qu'on a vu à l'Euro 2016, qui s'est fait complètement manger par l'attaquant, qui était l'attaquant de, si je m'abuse, qui était l'attaquant de Crystal Palace, qui était l'attaquant gallois, qui s'était fait complètement manger à l'Euro 2016, par justement, enfin que Denayer avait, voilà, et il avait complètement été en dessous, il faut le dire. Là, tu rassures pas les Lyonnais. Hein. Non, mais c'est un joueur évolue, tu vois, de 2016 à 2018, il a pris 2 années d'expérience, il a vécu des choses, il a joué plus de matchs encore de Ligue des Champions, il a été titulaire indiscutable à Galatasaray. Donc Galatasaray, c'est pas un mauvais club, c'est vraiment un bon club de foot. Donc il faut pas non plus à un moment donné accomber toute la responsabilité, voilà. Mais est-ce que Denayer sera capable sur 2 ou 3 matchs exceptionnels face au Paris Saint-Germain, face à Monaco, en Ligue des Champions, dans les grosses affiches, d'être à un niveau supérieur? Oui, il en est capable. Est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas, parce que c'est ça, son plus gros défaut, c'est que c'est un joueur incroyablement inconstant. Il peut faire un match exceptionnel, 10 sur 10, tout est parfait, le placement, le jeu de tête, la vitesse, la relance, tout. Et derrière, il peut te faire un match calamiteux face au stade de Reims, tu vois ce que je veux dire? Y a comme Lyon. Avec Jason. Et ouais. Donc t'as terminé, Sacha, ta réponse? Parce que ça a coupé, je crois. Mais ok. Un grand merci, Sacha, d'être passé dans notre podcast. Est-ce qu'on te reverra donc dans l'after prochainement? Oui, certainement, oui, tout à fait, absolument. On se reverra dans au niveau, c'est pas trop compliqué de parler avec Jérôme Roten dans l'after avec un boulard comme ça? Alors, il faut savoir... Je rigole. Non, mais il faut savoir un truc, c'est intéressant, parce que Jérôme, en fait, dans la vie, c'est pas du tout ce mec-là. C'est vraiment... Tu sais, Jérôme, c'est le premier qui est très honnête, je te jure. C'est le premier qui, quand la Belgique a été éliminée par la France, est venu me trouver en me disant, écoute, voilà, j'espère que ça va et tout, mais pas dans le mode... Tu vois, c'était vraiment en mode, il se préoccupait pour moi, tu vois, parce qu'on était tous ensemble. Et comme j'étais le seul Belge dans un énorme groupe RMC, il n'y avait que des Français qui mettaient les plombs, c'était très compliqué à vivre. Et lui, c'était le premier, il était avec son fils en plus ce jour-là, je m'en rappelle bien, on était dans les studios et tout, il est venu me voir et tout. C'est quelqu'un de bien, en plus, c'est une bonne personne et quelqu'un de très gentil. Je m'entends très très bien avec Jérôme Roten. Et ce qu'il joue, vraiment, faites attention parce que c'est vraiment du jeu. Et n'oubliez jamais que c'est que du show, c'est de la télévision. Et parfois, il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, font des amalgames. C'est de la... On est là pour s'amuser, on est là pour faire du show, et c'est tout. C'est que du foot, c'est que de la télé. C'est vraiment important. Et donc, on reverra donc la Belgique à l'Euro 2020 en espérant qu'elle se qualifie. Et normalement, ça devrait le faire. Je pense que les groupes de qualification sont abordables. Et puis de toute façon, avec le magnifique effectif belge et les nouveaux cracks qui vont arriver dans l'effectif, on se pose pas de problème. Et donc on te réinvitera peut-être à ce moment-là. Et on te remercie encore d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Et voilà, j'apprécie toujours parler football. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Et puis oui, c'est la France du foot, c'est ça votre... voilà, écoutez, courage et force à la France du foot et merci, longue vie à la France du foot. Et on se retrouve dans 2 ans en demi-finale de l'Euro. Allez, faisons ça en finale. Mais on espère. Oui, l'ultime revanche. C'est mieux la finale. Ah oui, ça serait extraordinaire. Ce serait la belle série. Star Wars à côté, c'est vraiment... Exact. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. Et donc je vous dis salut à tous et à la prochaine pour un nouveau podcast sur la chaîne de la France du foot. Salut les gars. Salut à tous. Salut.